Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure littéraire, l'émission qui vous permettra de faire croire à vos amis que vous avez déjà lu autre chose que votre programme télé. D'ailleurs, si je vous demande quel est le dernier livre que vous avez lu, il y a de fortes chances que vous me répondiez un roman. En effet, c'est le type de livre le plus vendu, loin devant le théâtre, la poésie ou même les essais. Bon, certes, derrière la Bible, mais la somme de tous les romans vendus dépasse largement cet ouvrage. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi, et le roman a vécu de nombreuses aventures avant de devenir le genre à succès par excellence. Allez, laissez-moi vous raconter la fabuleuse histoire du roman. Notre histoire commence dans le monde grec, et plus particulièrement dans la partie hellénophone de l'Empire romain, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et... Attends un peu là. Ça te dirait pas de définir un peu ton sujet en précisant ce que tu entends par roman, histoire qu'on soit tous sûrs de parler de la même chose? C'est vrai que ça pourrait être utile. On va donc entendre par roman un récit fictionnel, en prose, raconté par un narrateur qui met en scène des personnages à qui il arrive des péripéties. L'œuvre sera plutôt longue, sans quoi il s'agirait d'une nouvelle. Certes, c'est une définition très générale et imparfaite, mais à part quelques pinailleurs, tout le monde sera d'accord. Voilà, maintenant on peut commencer. C'est donc dans le monde grec que commence l'histoire du roman. Il est le dernier-né d'une grande et prestigieuse famille, la littérature. Tonton Aristote, dans son ouvrage La Poétique, a permis aux deux aînés, poésie épique, qu'on va appeler épopée, et tragédie, d'acquérir leurs lettres de noblesse. Il faut dire qu'elles ont côtoyé les auteurs les plus célèbres, tels que Homère, ou encore Échille, Sophocle et Euripide, et que leurs sujets sont considérés comme nobles. Les deux autres sœurs, poésie lyrique et poésie pastorale, plaisent l'une aux amoureux et l'autre aux rêveurs, tandis que la dernière, comédie, est aimée du peuple car elle fait rire. Toutes sont d'ailleurs patronnées par une muse, ces divinités inspiratrices des arts, ce qui ajoute à leur prestige. Et voilà qu'arrive Roman, alors que personne ne l'attendait. Et lui, le prestige, c'est pas trop son truc. Même s'il emprunte à la poésie bucolique ses personnages, à la poésie lyrique ses histoires d'amour, et, d'après certains, à la tragédie, cette menace persistante de la mort, et à l'épopée le caractère courageux de ses personnages, il ne bénéficie pas du même regard bienveillant. Il faut dire qu'au niveau du contenu, le roman fait quelque peu office de vilain petit canard de la famille. La plupart du temps, les titres se limitent à un nom de couple, on peut penser à Daphnis et Chloé de Longus, ou encore Leucippé et Clitophon d'Achiltatius, et quant au contenu, c'est souvent la même chose. Un couple de jeunes bergers, qui se retrouvent séparés à cause d'une attaque de pirates ou de bandits, mais qui parviennent à être à nouveau réunis, sauf que l'un des deux finit par se faire tuer, mais en fait, il ou elle n'était pas mort, et ils arrivent à nouveau à se retrouver, puis sont encore séparés, et après moult péripéties, finissent par se retrouver enfin, et se reconnaître grâce à un détail, etc., etc. Bref, le genre, s'il commence à avoir du succès, n'est pas forcément bien considéré, au point qu'il n'a même pas vraiment de nom. Toutefois, un événement va s'abattre sur le monde gréco-romain, touchant la famille de la littérature, et qui bouleversera à jamais la vie du roman. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident à la fin du 5e siècle, la famille littéraire se retrouve très affaiblie pendant le Haut Moyen-Âge. Certes, on continue à écrire, et des petits nouveaux font leur apparition, tels que hagiographie, c'est-à-dire l'écriture de la vie des saints, ou encore les chroniques historiques, ou même les sermons religieux. Mais les genres anciens sont fortement délaissés, et ne persistent qu'à travers la copie de manuscrits. C'est un peu différent pour la partie orientale de l'Empire, mais pour éviter de tout embrouiller, je vais laisser cela de côté. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et qu'on passe le premier millénaire, la littérature courtoise se développe. Et c'est là qu'en profite Roman pour faire son grand retour. Non pas en tant que genre, pas tout de suite en tout cas. Il choisit d'abord de se faire un nom en tant que traducteur des œuvres de ses sœurs.
La question de la langue est en effet primordiale. Si on regarde le nom des genres littéraires, on verra que le roman est le seul à avoir un nom d'origine latine, les autres ayant un nom d'origine grecque, ce qui est normal. C'est en effet dans cette ère linguistique et culturelle, du moins pour l'Occident, qu'ils ont été codifiés. Non mais pourquoi tu parles de ça? Qui ça va intéresser de savoir que le roman est le seul genre à avoir un nom latin? En plus, tout à l'heure, tu disais que c'était d'origine grecque. Elle est où la logique? Eh bien, comme je le disais, les termes poésie, théâtre, épopée, comédie, tragédie viennent du grec, même l'épistolaire. S'il nous est parvenu en français par le terme latin epistula, il vient en réalité d'une transcription du grec epistolae. Roman, lui, vient de l'adverbe latin romanique. C'est un terme issu du latin populaire, c'est-à-dire de la langue parlée, par opposition à la langue écrite. Et il a pour sens justement en langue du peuple, donc en langue romane, par opposition au latin. En effet, les langues romanes désignent cet état de la langue à partir des 6e, 7e siècles, lorsque l'évolution a été telle que le latin écrit n'avait plus grand-chose à voir avec le latin parlé par le peuple. Parmi ces langues se trouve celle qui a donné l'ancien français, lequel s'est lui-même emparé du mot romanique, le faisant évoluer vers le manche, puis romanze, puis romance, ce qui donnera l'italien romanzo désignant le roman, et l'anglais romance désignant les romans de chevalerie du Moyen-Âge, et enfin le mot évoluera vers notre roman. C'est donc par la traduction que le roman fait son retour et se fait un nom, sous la forme de chants versifiés. En effet, les trouvères ou troubadours, selon que vous étiez du nord ou du sud, tournent en langue romane, au choix des sujets antiques, avec par exemple le roman d'Énéas, qui reprend le mythe d'Énée, ou encore le roman d'Alexandre, qui reprend la vie d'Alexandre le Grand, sous la forme d'un poème versifié en vers de 12 syllabes, qu'on va appeler les alexandrins, mais également avec pour sujet ce qu'on appelle la matière de Bretagne, c'est-à-dire les mythes du monde arthurien, en particulier avec Chrétien de Troyes, ou encore le monde de Tristan et Iseux, et enfin avec les mythes chrétiens, qui seront assez vite liés au monde arthurien, en particulier avec l'artefact du Graal, qui permettra de faire le lien entre la matière de Bretagne et les légendes chrétiennes. L'arrivée du papier facilite le passage à l'écrit, qui commence à l'emporter sur l'oral, ce qui rend la versification moins importante, si bien que vers le XIIIe siècle, c'est la prose qui l'emporte. Ainsi, de traduction qu'il était, le roman devient un genre à part entière. Son irrésistible ascension peut alors commencer. Les premiers romans médiévaux sont donc des romans de chevalerie. Repensons à l'anglais romance, qui justement signifie roman de chevalerie. Dans ces ouvrages sont mises en avant des valeurs telles que la bravoure, la fidélité, la piété, bref, énormément d'éléments qui plus tard seront parodiés, en particulier vers le XVIe siècle avec l'œuvre de Cervantes. Toutefois, le fait même d'être parodié est un signe certain de succès. Mais le roman est en proie à un conflit interne, et va finir par se dédoubler vers deux types bien différents. D'un côté, il y aura le roman d'aventure, qui donnera naissance au terme romanesque, on voit bien l'association d'idées ici, et qui est plutôt héritier de la tradition du roman grec. Mais de l'autre se développera un roman de type bien plus réaliste. Les premiers seront de véritables sommes romanesques, que l'on va appeler romans fleuves, et qui reprennent, comme je l'ai dit, les thématiques grecques, mais en les développant encore et encore. On peut par exemple penser à l'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui raconte les amours bucoliques de deux jeunes bergers du Forêt, Céladon et Astrée, sur plus de 5000 pages, dans lesquelles Céladon va plusieurs fois se jeter dans le fleuve, à un moment il va se travestir en fille appelée Alexis, et bref, il se passe tellement de choses qu'on finit par décrocher, tellement il y a d'intrigues secondaires. Personnellement, j'ai lu que quelques pages, et j'ai absolument pas l'intention de finir ce bouquin. À côté se trouve le roman à tendance plus réaliste, beaucoup plus court du fait du nombre plus réduit de péripéties, et dans lequel les personnages fictifs côtoient parfois des personnages historiques. On peut par exemple penser à La Princesse de Clèves, considéré comme le premier roman français d'analyse psychologique. Ce succès grandissant au XVIIe siècle amènera le genre à être questionné au siècle suivant. On peut en particulier penser à Diderot et à son Jacques le Fataliste, dans lequel l'auteur fait commencer son texte par une série de questions qui mettent en avant les ficelles employées par le romancier.
Mais là encore, cela ne fait que montrer l'inexorable montée en puissance du roman, qui, entre la fin du Moyen-Âge et le début du XIXe siècle, s'est développé en de nombreux sous-genres. Le XIXe siècle devient véritablement le siècle du roman. Moins du fait des romantiques, même si ceux-ci ont écrit quelques romans importants, que de celui d'auteurs que la critique nommera ultérieurement réalistes, bien que ceux-ci n'aient jamais revendiqué cette appellation. On peut penser à Stendhal, certes, mais c'est surtout Balzac qui permettra au genre de nourrir de véritables ambitions. Pour ses romans, il crée un univers fictif fortement inspiré du monde réel, et au fil de ses œuvres, les mêmes personnages reviennent, ce qui permet à l'auteur de dresser un véritable portrait de son époque. À ce cycle qui réunit toutes ses œuvres, Balzac donne le nom de comédie humaine, et il précise, dans l'avant-propos à sa préface de 1842, que pour lui, l'auteur se fait le secrétaire de la société. Ainsi, le roman acquiert une nouvelle dimension. C'est également avec Balzac que le statut de romancier change. En effet, cet auteur menait un grand train de vie, et à cause de ses faillites, il s'est plusieurs fois retrouvé ruiné. C'est pourquoi il va lutter pour la mise en place en France du droit d'auteur, ce qui lui permettra d'obtenir des revenus plus réguliers. C'est également sur le plan du style que le roman va se montrer plus ambitieux, en particulier avec Flaubert. Certes, auparavant, les auteurs n'étaient pas dénués de talent, mais c'est surtout théâtre et poésie qui étaient considérés comme les genres nobles. D'ailleurs, au XIXe encore, c'est au théâtre qu'un auteur se devait de réussir. Mais Flaubert fait de la question du style une caractéristique primordiale de ses romans, déclarant par exemple vouloir écrire un roman sur rien qui ne tienne que par son style. Cette question, de même que celle de l'univers romanesque, trouvera une forme d'aboutissement au début du XXe siècle avec l'œuvre de Marcel Proust. Enfin, la dernière ambition est scientifique. Outre le développement de la science-fiction, avec entre autres Jules Verne, le XIXe siècle voit le roman prétendre à l'analyse scientifique de la société en s'inspirant des progrès de la science de son époque, avec en particulier Zola et le naturalisme. En quelques siècles, le roman est ainsi passé de l'idée de traduction à celle d'œuvres plus ou moins stéréotypées, avant de devenir un genre majeur de la littérature. Mais les nuages commencent à s'amonceler, et malgré le succès, tout n'est pas aussi rose qu'on pourrait le croire pour le roman. Le succès du roman amène à des remises en cause et à des attaques. Ainsi, le roman va se retrouver au tribunal, accusé qu'il est de pervertir la société. Accusation déjà subie auparavant par le théâtre, entre autres au siècle précédent avec, par exemple, la lettre sur les spectacles de Rousseau à d'Alembert. C'est en 1887 qu'il se trouve sur les bancs des accusés pour deux romans. Tout d'abord Madame Bovary de Gustave Flaubert, mais aussi Les Mystères de Paris d'Eugène Sue. D'ailleurs, la même année, la poésie subit le même traitement pour le recueil de Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal. Dans les trois cas, c'est le même procureur qui s'est chargé de l'accusation. Mais c'est la nature même du genre qui va être attaquée au siècle suivant, entre autres par les surréalistes. Ainsi, André Breton, pour son œuvre Nadia, ne donne pas le nom de roman, mais celui de récit. Il rejette tout ce qui caractérisait le genre, à savoir les descriptions, qu'il va remplacer par des photographies, ainsi que l'analyse psychologique des personnages. D'autant que les surréalistes ne sont pas les premiers à s'attaquer au genre. Dès le début du XXe siècle, les premiers craquements se voient, à travers des œuvres comme celles de Proust ou Gide, dont les romans redéfinissent le genre. L'après-Seconde Guerre mondiale permettra une contestation, mais aussi un renouvellement du genre romanesque, notamment à travers certains mouvements comme le nouveau roman, dont certains auteurs, comme Alain Robbe-Grillet, qualifient de notion périmée le personnage ou l'intrigue. D'une manière générale, ce sont toutes les contestations sur le langage ou la littérature qui vont atteindre le roman. Au XXe siècle, le roman devient parfois son propre sujet, et l'écriture se fait réflexive, tout en remettant en cause la vision du monde proposée par le genre. De plus, avec l'apparition de l'autofiction et des romans autobiographiques, le genre se fait également le miroir d'un certain narcissisme contemporain. Mais à côté de ces conceptions intellectualisantes, le roman traditionnel continue d'exister. Si aujourd'hui le roman est le genre littéraire qui se vend le plus, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Ainsi, certaines œuvres sont emplies de clichés et de stéréotypes et contribuent à lui donner cette image dévalorisante qu'il se traîne depuis ses débuts comparé aux autres genres. Toutefois, contrairement à cet épisode, l'histoire du roman est encore loin d'être finie.
Chaque jour, de nouveaux auteurs publient de nouvelles œuvres, qu'il s'agit d'histoires originales, d'adaptations, on a même des romans qui permettent de conclure des séries commencées sur internet. Le prochain chapitre reste encore à écrire. Voilà, je n'ai évidemment pu qu'effleurer le sujet, j'aurais tout aussi bien pu parler également du roman russe, de la Beat Generation, etc., mais je ne voulais pas vous embrouiller en donnant trop d'informations. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir sur le sujet, j'ai mis plusieurs références dans la description que vous pouvez lire. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager, ou encore à donner votre avis dans les commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook ou au compte Twitter dont j'ai mis les liens dans la description, et quant à moi je vous dis à la prochaine!